Jean-Luc Mélenchon est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes très présent en ce moment auprès des salariés confrontés à des plans sociaux, mais trop éloignés et même en rupture avec les valeurs d'union traditionnelle de la gauche, déplore le PS au pouvoir qui, ces derniers jours, a ciblé ses attaques contre vous. On dira peut-être que c'est de bonne guerre, Jean-Luc Mélenchon, après vos sévères critiques contre les mesures prises par le duo Hollande-Hérault, que vous jugez néolibérales, en tous les cas pour certaines d'entre elles. Co-président du parti de gauche, vous répondrez dans un instant à Catel Prigent de l'agence France-Presse, notre partenaire, et puis à Perrine Tarnot de Public Sénat, vous, l'homme de l'année, l'homme politique de l'année, selon le magazine GQ. On n'attend pas forcément à vous lire, mais en tous les cas, vous nous accordez une longue interview. Je le disais donc, PSA, Goodyear, Virgin, Sanofi, la liste est encore longue, la liste des plans sociaux s'allonge dans notre pays. La justice aujourd'hui a suspendu le plan de restructuration de Peugeot Citroën pour manque d'information des syndicats du personnel. C'est pour vous une victoire ? C'est disons oui, un point d'acquis pour les travailleurs, mais dans tous les cas que vous venez de lister, je vois un point commun qui n'est pas du tout compris par le gouvernement. D'abord, j'énonce le point commun. À chaque fois, nous sommes victimes de la financiarisation de l'économie. C'est-à-dire, à chaque fois, vous avez derrière, ou au premier plan, un fonds d'investissement qui liquide de l'emploi, non pas parce que l'entreprise travaille à perte, mais parce qu'elle n'est pas assez profitable. C'est-à-dire qu'ils estiment que le taux de profit n'est pas suffisant. Et pour faire monter ce taux de profit, ils liquident des unités entières de production. C'est vrai pour Goodyear, c'est vrai pour Sanofi, qui est maintenant la première capitalisation boursière de notre pays. Chez Peugeot, il y a la famille, et chez Renault, il y a l'État. Oui, alors ça c'est autre cas pour Renault. Là, il y a l'État, il y a une responsabilité directe des actionnaires, de l'actionnaire et de l'État, qui devrait pouvoir avoir son mot à dire. Mais dans le cas de PSA, là aussi, nous avons une volonté de reconvertir par rapport à des objectifs financiers, parce que l'entreprise a été en profit, il faut quand même le rappeler, jusqu'à une date très récente. Mais vous avez vu la chute des ventes, par exemple, si on s'intéresse à l'automobile. Bien sûr. Les ventes sont en chute libre, et donc la production également, voilà. Dans les usines françaises en tous les cas. Alors, Michel Grossure, c'est là que nous touchons du doigt l'absurdité de ce modèle économique. Car le modèle économique, c'est la politique de l'offre. C'est un mot savant pour dire on produit en abaissant le coût du travail. Bon, de manière à ce qu'il y ait le plus de marchandises possible, et on se débrouillera par les ventes. Mais vous voyez bien qu'en abaissant le coût du travail, jusqu'à sa limite, que fait-on ? Ou on délocalise, ou on met des gens au chômage, et donc après, vous avez moins de consommateurs, moins d'acheteurs. Donc, quand vous êtes sur le modèle Renault ou sur le modèle PSA, qui sont des voitures intermédiaires, pour, disons, la classe moyenne. Eh bien, cette classe moyenne fait passer le changement de véhicule après les autres charges de la famille, vu qu'elle est prise là. Et par conséquent, on a un modèle économique absurde, où on veut faire baisser le prix des marchandises pour trouver des acquéreurs qui ont eux-mêmes été mis au chômage auparavant. Vous voyez que tout ça ne tient pas debout. Est-il logique que 3 voitures sur 5 de Renault, qui sont vendues en France, soient produites en dehors de France ? Bon, il arrivera un moment où plus personne ne pourra acheter de voiture Renault en France, parce que ça sera trop cher et qu'il n'y aura plus que des chômeurs. Carlos Ghosn, le patron de Renault, il récuse tout chantage, même si des négociations sont engagées aujourd'hui avec les syndicats, justement pour plus de productivité, et même pour le gel des salaires. Et certaines voix au gouvernement, Arnaud Montebourg a suggéré que Carlos Ghosn donne l'exemple en réduisant ses fortes rémunérations. Oui. Qu'est-ce que vous proposez, lui, Je pense qu'il faut changer le patron de Renault-Nissan, parce qu'il a fait la preuve de son inefficacité absolue. D'abord, il coûte très cher. Je pense qu'on pourrait trouver un patron qui coûte moins cher pour des résultats au moins aussi intéressants que les siens. Deuxièmement, il a laissé Renault en jachère au profit de Nissan. C'est que disent tous les syndicats de l'entreprise. Donc, Carlos Ghosn est un mauvais patron, et moi, en tant qu'actionnaire... Il faut le congédier. Oui, je pense qu'il faut en trouver un autre. Celui-là a fait son temps, il n'a pas réussi, il a mis Renault en difficulté. Ce serait un ouvrier, un contremaître, un ingénieur qui aurait de telles contre-performances à son actif, Carlos Ghosn l'aurait remplacé. Eh bien, nous devons remplacer Carlos Ghosn parce qu'il n'est pas bon du tout comme patron. Alors, je le disais, vous êtes dans la rue avec les salariés. Est-ce qu'on peut sauver des emplois, voire des entreprises par la loi ? Bien sûr. Oui ? Bien sûr. Tout dépend du diagnostic que l'on pose sur la difficulté de la dite entreprise. Quand vous prenez un exemple comme Sanofi, c'est la première capitalisation boursière. Pourquoi supprime-t-il des emplois ? Posez-vous la question, pourquoi ? Parce qu'il voudrait que l'on passe de 35% de redistribution du résultat
en dividende à 50%. C'est tout. C'est l'unique raison pour laquelle ils compriment l'emploi. On les entend dire qu'ils veulent investir plus dans la recherche aussi. Ils tiennent ce discours, là. Oui, mais c'est un mensonge, c'est ça le problème. Car la recherche elle-même est soumise à la loi de la finance. C'est unité par unité entre deux personnes qui travaillent sur deux molécules différentes. L'entreprise met la priorité à celle qui sera le plus vite présent sur le marché, c'est-à-dire celle qui va le plus vite dégager un grand profit. Donc la loi. Aucun souci. Quelle loi ? Attendez, aucun souci de santé publique. Ben, bien des lois. Nous allons prendre un exemple. Virgin, vous avez un fonds d'investissement qui est là-dedans, qui lui ne se cache pas de ce qu'il fait. Il l'écrit sur son site. Il dit, nous on vient, on prend le meilleur et on s'en va au bout de 5 ans. Donc là, les 5 ans sont terminés, il s'en va de Virgin. Auparavant, il a pris le meilleur, c'est-à-dire le Furet du Nord qu'ils ont revendu et quelques autres perles de la couronne. Et puis il laisse un objet exsangue auquel ils n'ont donné aucune perspective d'avenir. Donc vous voyez, Monsieur Grossier, on pourrait par exemple, ce que je vais vous dire n'a rien d'une révolution socialiste. Hein, alors, on parlera de la révolution plus bien tard. Bien sûr, citoyenne, oui, mais et elle est nécessaire. Mais dans ce cas précis, nous pourrions dire par exemple qu'un actionnaire a un pouvoir de vote lié à la durée de son investissement. Ce qui se fait dans certains pays comme le Brésil. C'est-à-dire quelqu'un qui investit pour 5 ans n'a pas le même pouvoir de vote que quelqu'un qui investit pour 10 ans ou pour 15 ans. Car voyez-vous, ce qui tue l'industrie, c'est la pensée du court terme. Ce qu'on appelle le benchmarking, aujourd'hui dans le management, la conduite des entreprises, c'est tous les 3 mois. Par conséquent, il est impossible d'avoir une stratégie de long terme pour un patron. Donc chaque fois qu'il y a un creux, eh bien, on liquide tout de suite pour pouvoir avoir un bon résultat à présenter 3 mois après. Alors vous voulez changer les règles du capitalisme. Le gouvernement que vous contestez, Jean-Luc Mélenchon, a essayé de peser fiscalement sur les plus hauts revenus, sur les capitaines d'industrie. On a vu le résultat. Ah bon, il a tenté, en tous les cas, avec la taxe à 75%. Ah. Est-ce que cette mesure que vous préconisez par la loi, ces mesures ou ces lois contre les licenciements boursiers n'auraient pas un effet pervers de chasser tous les investisseurs de France? Je ne crois pas. D'abord, distinguons les cas. Là, il s'agit d'une taxe que le gouvernement a imaginée, qui était provisoire, bricolée, montée n'importe comment. C'est au point qu'on se demande, ils n'ont pas fait exprès, d'inventer quelque chose qui ne passerait pas le cap du Conseil constitutionnel. Moi, je n'ai jamais, vous savez, le premier jour où ils ont annoncé ça, j'ai dit qu'il n'y avait pas un seul système fiscal au monde où on passe de la dernière tranche de l'impôt 45 à la suivante 75. Donc moi, je suis pour lisser sur 14 tranches et pas une taxe. Maintenant, venons sur ce que vous dites. Sur la loi, oui. Vous dites la loi pourrait contrarier, faire peur, etc. Oui, elle ferait peur. Oui, c'est que vous n'êtes pas vous-même un investisseur, Michel Grossier, parce qu'un investisseur ne raisonne pas sur un coup de presse, un article ou une blague. Sur une politique économique. Un investisseur, il raisonne sur la profitabilité et la stabilité et la visibilité, point barre. Donc, si vous garantissez un revenu, mettons 5, 6%, c'est énorme dans l'industrie, mais que c'est du béton armé, dans toutes les circonstances, eh ben vous aurez des dizaines de portefeuilles dans le monde qui diront je prends de l'action française ou je prends du titre français parce que c'est stable et c'est du béton. Alors, la loi, vous dites la loi. Laurent Berger, le nouveau leader de la CFDT, considère, lui, que la meilleure façon de lutter contre les licenciements boursiers, c'est-à-dire non justifiés économiquement, c'est ce que vous dites, ce n'est pas la loi, mais c'est l'accord récent sur la sécurisation de l'emploi qu'il a signé avec le patronat et 2 autres syndicats. Donc là, il y a deux visions. Oui, ce n'est pas mon avis, mais je ne veux pas avoir de polémique avec la CFDT. Je vous réponds franchement. Vous êtes en désaccord, oui, mais Michel Grossier, je vous réponds franchement, pour pas que vous ayez l'impression que je tourne autour du pot. Nous avons fait un choix, nous ne polémiquons pas avec les syndicats. Donc l'accord MEDEF, pour moi, c'est l'accord MEDEF, l'accord Hérault-MEDEF. Mais non, pour moi, je ne vois pas ça du tout comme ça. Je vais vous dire, c'est un traquenard, cet accord. Car c'est le gouvernement qui a convoqué cette conférence. Ce n'est pas les syndicats qui l'ont prévu avec les patronats. Le gouvernement a dit, venez discuter de ça, et si vous ne vous accordez pas, je ferai une loi. Il aurait dû dire ce qu'il mettait dans la loi, parce que ça aurait au moins aidé la partie ouvrière à négocier dans de meilleures conditions. Et à la fin, donc, le MEDEF, en quelque sorte, sous la pression, obtient un accord qui dans 4 mois serait un accord illégal. Même pas 4 mois, 2 mois. Pourquoi ? Parce que la loi... Il va avoir force de loi demain. Ah, mais attendez, c'est pas fait. Mais déjà, entendez mon argument. Oui. Si nous étions au mois d'avril, la nouvelle loi sur la représentativité s'appliquerait et la signature qui a été donnée au MEDEF ne vaudrait rien. Car les 2 syndicats qui sont majoritaires, dans tous les cas, une fois qu'ils sont ensemble, FO et la CGT, ne l'ont pas signé. Si vous y agitez Sud Solidaire, vous avez un front syndical extrêmement large qui représente plus de la majorité des salariés. Dans ces conditions, au mois d'avril, cet accord aurait été directement à la poubelle parce qu'il n'aurait pas eu le nombre de voix suffisantes pour être validé. Enfin,
son contenu est terrible pour les entreprises, car l'illusion aurait pu durer. Pour les entreprises ou pour les salariés? Pour les entreprises elles-mêmes, parce que qu'est-ce qu'une entreprise gagne à voir son salariat être déstabilisé, vivre dans la peur du lendemain, être maltraité, puisque vous savez que cet accord prévoit que si dans l'entreprise on s'accorde sur le sujet, on peut réduire le salaire, on peut augmenter le temps de travail et que l'ouvrier... Les mauvaises périodes. Hein. Mais on peut les passer de bien des manières, par exemple... Et là, en sans réduisant... perdre son emploi. Oui, ben ça, monsieur, c'est ce qu'ils disent au début, parce que chez Conti... Non, mais il y a, monsieur Grossior, vous seriez le premier à dire que si une entreprise qui a passé un tel accord ne voit pas ses comptes se redresser, puisqu'elle prétend que c'est à cause de la dégradation de ses comptes, qu'elle menace ses ouvriers, le pistolet sur la tempe, et elle leur dit êtes-vous d'accord pour faire un accord compétitivité? Mais si la même entreprise, au bout de quelques mois de fonctionnement, n'améliore pas ses performances, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez, vous, monsieur Grossior, le pouvoir dans la loi d'aller contre la propriété privée des moyens de production qui peut décider de fermer la boîte ou de la vendre, comme ça s'est passé chez Conti? Ça n'est pas prévu dans la loi. Ah ben non, en effet. Et chez Conti, c'était pas prévu. Donc les travailleurs ont augmenté leur temps de travail, réduit leur paye, et au bout de 2 ans, on leur a fermé la boîte. Donc c'est un accord de dupe à mes yeux, et surtout, monsieur Grossior, puisque là nous parlons sur la chaîne Sénat, où donc on s'intéresse à la loi et à sa force. Vous attendez que les parlementaires de gauche corrigent le texte? Évidemment. Le devoir des parlementaires de gauche. Moi, lorsque j'étais sénateur, je l'ai toujours dit. Un législateur n'est pas une caisse enregistreuse. Il doit discuter au nom de la société. C'est pas la consigne passée par le PS à ses élus. Hein. Le PS fait bien ce qu'il veut, il ne sera pas obéi, car en tout cas pas par nous, parce que nous présenterons des amendements. Les groupes du Front de gauche à l'Assemblée nationale et au Sénat présenteront des amendements et le débat aura lieu. Et je connais beaucoup de socialistes, et j'ajoute beaucoup d'élus Europe Écologie Les Verts, ils ont voté sur ce thème, qui sont décidés à avoir le débat. Ah ben on va voir dans un instant si vous essayez d'installer un nouveau front contre le gouvernement, même si les écologistes, hein, je le rappelle, sont quand même au gouvernement. Jean-Luc Mélenchon, je note que Marine Le Pen, elle l'a déclaré, a pour ambition de prendre la tête justement de la contestation contre cet accord sur le marché du travail, la sécurisation de l'emploi. Décidément, vous vous retrouvez toujours face à face. Hein, oui, elle est là, elle défend la France des invisibles, elle revendique. Oui, je sais, c'est un emprunt continuel à mon vocabulaire et tout ça, mais bon, elle avance masquée. Madame Le Pen n'est pas l'amie des travailleurs, parce que je vais vous dire une chose, si elle l'était, elle commencerait par aider les syndicats. Or, elle est anti-syndicat. Elle les dénonce comme une mafia pourrie, corrompue. Heureusement que nous avons des syndicats qui défendent les intérêts des travailleurs et pas Madame Le Pen. Par conséquent, si Madame Le Pen a décidé aujourd'hui d'être collectiviste et de pousser à une loi contre l'interdiction des licenciements boursiers, l'amnistie des syndicalistes qu'elle déteste, etc., on s'en plaindra pas. Mais je crois que c'est pas ça qu'elle a l'intention de faire. Elle a l'intention de duper, d'enfumer, de mystifier, comme l'ont fait avant, dans le passé, toujours les mouvements d'extrême droite. Qu'est-ce que vous voulez? Ils peuvent quand même pas venir simplement en disant du mal des Arabes. C'est une partie d'un électorat que vous partagez même. Bah, on se le dispute, on se le partage pas. Oui, on se le dispute, bien sûr. Eux, ils ont intérêt à se donner bonne mine parmi les travailleurs, mais j'espère que les travailleurs, qui sont des citoyens comme les autres, hein, qui réfléchissent, vont se rendre compte que Madame Le Pen n'est pas leur amie, c'est leur ennemi. Madame Le Pen, c'est l'ami des patrons. Alors, Jean-Luc Mélenchon, je le disais, le Parti socialiste ne goûte guère vos attaques contre une orientation néolibérale que vous condamnez. Elle met la pression en ce moment sur votre partenaire communiste. C'est l'un des aspects que l'on va aborder avec Catel Prigent de l'agence France Presse, qui arrive dans un instant. Mais d'abord, le point donc sur ces échanges entre anciens camarades et même entre anciens trotskistes. Ah oui, je pense à Cambadélis. On voit ça avec... C'est-à-dire que moi, j'ai été trotskiste 3 ans et lui 20 ans. C'est une différence d'ancienneté qui se ressent d'ailleurs à l'oreille. Vous lui répondrez dans un instant. Mais non, d'abord, on fait le point avec lui. C'est un brave ami qui fait ce qu'il peut pour reprendre le terrain perdu. Fabrice Cunet d'abord, avant notre concert de l'AFP.